Poupidou, 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 pou. Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Bienvenue dans les causeries de la MSH. Donc tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique vient causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Alors de quoi allons-nous causer aujourd'hui ? Je vais reprendre une citation de notre invité qui donc reprend une déclaration d'Éric Honecker au 10e congrès du syndicat socialiste unifié, on en parlera tout à l'heure, en avril 81. Dans notre société, le parti et la jeunesse ne font qu'un parce que le socialisme, avec ses objectifs de paix et de bien-être populaire, correspond aux idéaux de la jeunesse, de la jeune génération et offre à tous les jeunes, la perspective d'un avenir sûr. Alors, comme dirait l'autre, nous allons parler d'un pays que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, sinon dans les livres ou au cinéma. Nous allons parler de la RDA, de la République démocratique allemande, mais plus précisément de sa police politique, la Stasi. Alors pour moi qui suis un homme des années 70, la RDA me rappelle des souvenirs qui ont marqué ma jeunesse et que l'on pourrait écrire pour ne pas ennuyer les auditeurs à la manière de « Je me souviens » de Georges Perec, dont c'est le 35e anniversaire de l'apparition du livre en 78. Alors je me souviens de Berlin-Est, je me souviens de la guerre froide, je me souviens du téléphone rouge, je me souviens des nageuses est-allemandes, je me souviens de la victoire de la RDA sur la RFA à la Coupe du Monde de 74, avec un but de Jürgen Sparwasser à la 77e minute. Je me souviens du signe DDR sur les maillots. Je me souviens des taupes dans les films d'espionnage. Je me souviens des gadgets aujourd'hui un peu ridicules de ces films. Je me souviens des évasions ratées vers l'Allemagne de l'Ouest. Je me souviens des échanges de prisonniers à la frontière entre les deux Allemagnes, etc., etc. Et enfin, je me souviens de la chute du mur de Berlin. Alors, je parlais cinéma tout à l'heure, et deux films récents sont venus nous rappeler ce qu'était ce pays de l'ancien bloc de l'Est, la RDA, la République démocratique allemande. Alors, le premier, c'est Goodbye Lénine, c'est un film allemand de Wolfgang Becker, qui retranscrit la vie de la famille Kerner, constituée de Christiane, la mère, ainsi que d'Alexander et d'Ariane, ses deux enfants, qui vivent à Berlin-Est, en République démocratique allemande. Le 7 octobre 89, et la date est importante, donc le 7 octobre 89, Christiane doit assister aux célébrations du 40e anniversaire de la RDA. Sur le trajet, elle est contrainte de s'arrêter à cause du désordre causé par une manifestation pour la liberté de circulation, à laquelle participe Alex, son fils. Voyant les policiers réprimer la manifestation et arrêter avec violence son fils, elle s'évanouit et a un infarctus et tombe dans le coma. Quelques semaines plus tard, le mur de Berlin tombe et les deux jeunes gens s'intègrent dans la vie occidentale. Alex est vendeur d'abonnements aux chaînes satellitaires et sa sœur comme serveuse dans un Burger King. En juin 90, leur mère se réveille. Je vous laisse le soin de regarder la suite du film. Alors avec le film La vie des autres, le grand public et les nouvelles générations ont redécouvert la police politique est-allemande, la Stasi, qui va faire l'objet de notre émission aujourd'hui. Donc le pitch de ce film, au début des années 80, en Allemagne de l'Est, l'auteur à succès George Dreymann et sa compagne, l'actrice Christa Maria Skieland, je m'excuse pour l'accent, qui sont considérés comme faisant partie de l'élite des intellectuels de l'État communiste, même si, secrètement, ils n'adhèrent pas aux idées du parti. Le ministère de la Culture commence à s'intéresser à Christia et dépêche un agent secret nommé Wissler, alors je sais pas, à mon avis au niveau de l'accent ça doit pas être ça, et qui a pour mission de les observer. Alors l'affiche du film a d'ailleurs été choisie pour illustrer la couverture du livre dont nous allons parler aujourd'hui. Donc la Stasi à l'école, surveillée pour éduquer en RDA 1950-1989, qui est paru en 2009 aux éditions du Nouveau Monde. Son auteur, Emmanuel Droit, actuellement en visite à l'Institut d'études avancées de Nantes, Emmanuel Droit que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui en tant que voisin de la Maison des sciences de l'homme qui est à l'origine de cette émission. Alors Emmanuel Droit est agrégé, docteur en histoire, c'est un jeune chercheur qui avait 11 ans au moment de la culture du mur de Berlin, et il nous dira pourquoi il s'est intéressé à ce pan de l'histoire. Il est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rennes 2 et chercheur associé au centre Marc Bloch de Berlin. Alors il a publié aussi un autre ouvrage tiré de sa thèse qui s'intitule « L'homme socialiste nouveau », l'éducation socialiste en RDA, 1949-1989. Donc la version française est parue aux presses universitaires de Rennes en 2009. Et donc la traduction il a été traduit donc en anglais. Et donc la traduction va bientôt va sortir donc ces jours-ci.
Alors pour les plus jeunes d'entre nous, qu'est-ce que la Stasi ? Alors la Stasi, c'est d'abord une abréviation qui désigne le ministère pour la sécurité de l'État. Autrement dit, la police politique de la République démocratique allemande. Elle est issue du commissariat 5, un embryon de police politique créé en 1946 par le SMAD, l'administration militaire soviétique en Allemagne. Donc un véritable appareil de sécurité est-allemand autonome finit par voir le jour avec la création en février 1950 du ministère pour la sécurité de l'État, dirigé jusqu'en 1953 par Wilhelm Zeisser, puis par Ernst Wohlweber, et enfin à partir de 1957 par Erich Mielke. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de cet homme. Alors au début, la Stasi avait pour mission d'éliminer toute forme d'opposition politique. Alors pour reprendre l'auteur, pour reprendre Emmanuel Droit, elle était le bouclier et le glaive du parti, c'est-à-dire le SED, donc le Parti socialiste unifié d'Allemagne. Alors d'aucuns la considèrent comme le plus vaste appareil de sécurité de tous les temps, qu'il employait donc en 1989 91 000 officiers et 190 000 collaborateurs officieux, les IM, nous on en parlera tout à l'heure. Donc 180 000, ça fait à peu près, donc sur une population est-allemande estimée à 17 millions d'habitants, ça fait à peu près 1% de la population. Alors l'intention d'Emmanuel Droit n'est pas de consacrer une somme à la Stasi, mais d'insister sur un aspect sans doute méconnu de ses missions. Donc le sous-titre de l'ouvrage, « Surveiller pour éduquer », résume bien le fait selon lequel elle a fini par se comporter essentiellement comme une instance éducative de surveillance politique et de disciplinarisation de la société. C'est donc le rapport de la Stasi à l'école de la RDA et globalement à l'éducation de l'homme socialiste que l'auteur entend interroger. Alors avant de lui laisser la parole, je vais donc, comme à mon habitude, vous donner un petit peu le résumé du livre qui est donné en 4e de couverture. Ça vous donnera un petit peu l'atmosphère un petit peu du livre. Alors entre 1949 et 89, la RDA fut une dictature politique dont l'ambition totalitaire était de diriger la société et de former l'homme socialiste nouveau. La police politique aux ordres du régime communiste, la Stasi, constituait l'un des fondements de la domination politique. Le ministère pour la sécurité de l'État était, comme je le disais tout à l'heure, le bouclier et le glaive du Parti socialiste unifié, le SED. Cette institution conspirative ne doit pas être seulement imaginée comme une organisation secrète et répressive au-dessus de la population qui observe la vie des autres et s'abat sur eux de façon arbitraire. À partir des années 60, la Stasi conçoit de plus en plus sa fonction comme une mission de protection de l'État et de la société de la RDA dans une perspective paternaliste. J'insiste bien sur ce mot. Elle se définit elle-même comme un acteur éducatif au même titre que l'école, en se présentant comme une instance éducative de surveillance politique et de disciplinarisation de la société. Elle cherche à contrôler le comportement des jeunes en les invitant à s'autodiscipliner, c'est-à-dire à intérioriser certaines règles de comportement. D'une certaine façon, cette police politique exerce les fonctions que s'attribuait la police ordinaire sous l'Ancien Régime, à savoir celle de gouverner les hommes. Donc d'une certaine manière, on est passé d'une politique d'éducation à une éducation politique. Alors je vais laisser la parole à notre invité Emmanuel Droit. Donc ma première interrogation, c'est effectivement quelles sont vos motivations, pourquoi vous êtes intéressé à cette histoire, et puis parlez-nous un petit peu de votre aventure dans l'écriture de cette thèse et de ce livre. Bonjour Lucas Randel et bonjour à tous les éditeurs. Je vous remercie pour votre invitation et cette belle introduction qui, pour les auditeurs, pose évidemment la question du choix d'un objet que certains ou que d'aucuns pourraient considérer comme totalement exotique quand on est un jeune chercheur français. J'ai commencé à m'intéresser à la RDA au début des années 2000 dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et en fait, cet intérêt est lié à des rencontres à la fois avec des historiens, des historiennes et puis des institutions. 2 rencontres déterminantes dans ma jeune vie d'historien, celle avec Étienne François, historien français établi depuis longtemps en Allemagne et qui m'a introduit dans ce champ historiographique qui était en complet renouvellement depuis le début des années 90 suite à ce qu'il appelait la révolution archivistique, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'historien, et notamment l'historien du contemporain, tente de saisir un objet historique à partir de traces, et ces traces
pour l'histoire de la RDA ont été rapidement rendus accessibles dès le début des années 90, aussi bien les archives de la police politique que les archives du parti et des autres organisations de masse. Et donc, on avait une montagne d'archives à dévorer, et donc les historiens allemands et étrangers se sont saisis de cet objet, créant d'ailleurs une dissymétrie historiographique, puisque la RDA est devenu un champ historiographique très dynamique, beaucoup plus dynamique que le champ historiographique sur la RFA, sur la réplique de Bonn pour la période 1949-1989. Et donc, je m'inscris dans cette temporalité de la révolution archivistique où, du jour au lendemain, les archives sont accessibles. À cela s'ajoute évidemment la présence de témoins dans un contexte mémoriel très chargé en Allemagne. On a du mal à le saisir parfois en France, parce que la RDA paraît tellement lointaine. Lorsque vous avez évoqué à la manière de Pérec tous ces événements, ces nageuses, le but de Sparwasser à la 77e minute, tout ça nous semble si loin qu'il y a un effet de distanciation assez facile qui se crée quasi naturellement. Alors que pour les Allemands, l'enjeu est évidemment l'enjeu est politique, et il l'est encore aujourd'hui. Les Allemands ont à traiter ce qu'ils appellent la seconde dictature allemande, à la réinsérer dans leur histoire tragique du XXe siècle. Et il y a des enjeux très forts, on y reviendra certainement, mais autour de ces figures des collaborateurs officieux qui travaillaient pour la police politique, qui ne travaillaient pas, qui a dénoncé. Et ce climat était encore très fort au début des années 2000. D'autant plus que le film que vous avez évoqué en introduction, Goodbye Lenin, venait de sortir et s'inscrivait en pleine phase de nostalgie, cette nostalgie de la RDA, cette nostalgie plutôt du quotidien, cette mémoire positive que les Allemands de l'Est avaient eu l'impression d'être dessaisis au début des années 90, quand à la suite de la chute du mur et de la réunification, tout ce qui était de l'autre côté du mur, de la zone, comme on disait au moment de la guerre froide, était négatif. Donc on a liquidé l'héritage est-allemand, et pas seulement l'héritage idéologique ou politique, mais également l'héritage social. Donc cette première rencontre avec Étienne François, une deuxième rencontre avec une historienne française, aujourd'hui professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Genève, qui s'appelle Sandrine Cotte, qui est l'une des historiennes françaises, une des meilleures spécialistes même en Europe de l'histoire de la RDA, et qui avait abordé l'histoire de la RDA par le biais des entreprises. Parce que c'est une société, la société est-allemande, qui est une société centrée sur les entreprises. L'entreprise est le principal lieu de vie, de redistribution des ressources sociales. Et quand je suis arrivé dans ce champ historiographique, j'y suis venu avec une question bien précise. Je me posais la question de savoir comment ce régime avait pu exister pendant 40 ans. Et l'intuition que j'avais, et qui était partagée évidemment par d'autres, c'est pas quelque chose dont je revendique la paternité, c'était de comprendre cette stabilité en dehors simplement des chars soviétiques qui avaient réprimé les révoltes populaires du 17 juin 1953, dont on fête aujourd'hui le 60e anniversaire en Allemagne, et c'est une date commémorative qui a été déjà très importante avant 1989, puisque c'était la fête nationale ouest-allemande, et après 1989, c'est encore aujourd'hui un enjeu commémoratif important. Donc, comprendre la stabilité et essayer de la comprendre autrement que par un angle d'approche totalitariste. Cet angle d'approche qui repose sur l'idée que le parti, soutenu par les forces militaires soviétiques, domine complètement la société, l'étouffe, l'englobe, et ce qui fait que finalement que la société en RDA serait quasi inexistante. Et donc moi, je l'ai choisi sous l'angle d'attaque de l'école. Eh bien, merci pour ces éclaircissements. Donc on arrive à la fin de la première partie de cette émission. Donc on abordera un petit peu, on rentrera plus dans le sujet véritablement de la Stasi dans la deuxième partie. Euradio Nantes, les causeries de la MSH. Come right away, that's what they all do.
Radio Nantes, les causeries de la MSH. Alors nous abordons la deuxième partie de cette émission. Donc notre invité Emmanuel Droit qui vient nous parler donc de la police politique est-allemande, donc la Stasi, et notamment sa place dans sa politique d'éducation, on va dire, enfin c'est-à-dire la place de la Stasi à l'école. Alors je vais lui laisser la parole et il va nous peut-être décrire un petit peu quel était parce que pour ceux qui n'ont pas connu justement cette période, ce pays du bloc de l'Est. Eh bien, quel était le rôle de la Stasi ? Pourquoi s'est apparue la police politique et pourquoi effectivement elle en est venue à vouloir éduquer les petits enfants ? Alors que quand on se penche sur les origines de cette police politique allemande et sa fonction, il faut changer d'échelle, il faut sortir de cette petite RDA qui voit le jour en octobre 1949. Il faut réinsérer la partie orientale de l'Allemagne dans cet espace que l'on nomme schématiquement le bloc de l'Est, ou en tout cas l'Europe centrale et orientale, parce que la Stasi est d'abord, comme toutes les autres polices politiques du bloc de l'Est, que ce soit la Securitate roumaine, la STB tchécoslovaque, ce sont des enfants du KGB. Alors à l'époque, ça s'appelait pas encore le KGB, ça s'appelait le NKVD. Les intitulés de la police politique soviétique ont énormément changé depuis sa création en 1917. À l'origine, ça s'appelait la Tchéka, fondée par un communiste polonais, Félix Dzerzhinsky. Et donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Staline a étendu la domination soviétique sur la quasi-totalité de l'Europe centrale et orientale, et l'instrument qui va lui servir à asseoir la domination des partis communistes, qui ont toutes des situations et des positions de départ très inégales. Être communiste en Roumanie ou en Bulgarie à la fin des années 40, alors qu'il n'y a aucune tradition politique et que la tradition est plutôt anticommuniste, c'est moins facile que lorsque on est en Tchécoslovaquie, où le Parti communiste était très présent avant la Seconde Guerre mondiale, ou même en Allemagne, où le Parti communiste au cours de la République de Weimar était bien ancré dans le champ politique allemand. Et donc ces polices politiques, elles vont être formées par des officiers de la police politique soviétique. Et donc, ce que vous avez évoqué dans votre introduction, la création du commissariat K5, qui est l'embryon de cette police politique allemande, elle va être formée par des officiers qui tournent dans l'Europe centrale et orientale. Il y a des mouvements de circulation très intéressants. Et formateurs. Alors, l'officier qui a mis sur pied la police politique est-allemande s'appelle Ivan Serov. Et Ivan Serov était actif en Pologne un an auparavant, en 1944. C'est lui qui a monté la police politique polonaise, en tout cas l'embryon. Et alors, les officiers politiques soviétiques ont un énorme problème, c'est qu'il va falloir collaborer avec des Allemands. Même des Allemands communistes, ça reste problématique pour les Soviétiques parce que ce sont d'abord des Allemands. Et donc, ils montent cet appareil... Ça, c'est dans les années 50. Fin des années 40. On est encore à la fin des années 40. Ils ont d'énormes problèmes parce qu'ils se méfient énormément des Allemands. Ils ne leur font pas confiance. Et donc, Serov demande à Staline l'envoi d'officiers soviétiques. Le nombre d'officiers va monter jusqu'à 2000 au début des années 50. Et les Soviétiques contrôlent tout. Ils montent l'appareil policier, montent les structures, apprennent aux Allemands comment torturer, et les officiers soviétiques ont énormément d'expérience. C'est-à-dire parce que la police politique soviétique a procédé à différentes opérations il faut que je choisisse bien les termes, mais ces interventions à la fois au début des années 30 en Ukraine contre les paysans, les koulaks, les grands propriétaires fonciers ukrainiens, puis ça s'est tourné contre la population locale, puis les grandes purges de la fin des années 30, ils ont une pratique de la torture qu'ils vont transmettre à ces nouveaux officiers de police politique communistes. Alors ce sont des officiers qui sont recrutés sur des critères idéologiques, leur appartenance au parti, mais leur niveau de formation, notamment éducatif, est très faible. Ce sont généralement
des personnes, des hommes, des jeunes adultes qui n'ont pratiquement aucun diplôme scolaire, qui ont à peine fréquenté l'école primaire. Et d'ailleurs, ça se voit dans les sources, puisqu'à la fin des années 40, les rapports écrits en allemand sont criblés de fautes, truffés de fautes d'orthographe. Leur niveau de formation va peu à peu s'améliorer. Mais les soviétiques, en gros, gardent la main sur la Stasi jusqu'à la fin des années 50. Jusqu'en 1953, la césure est importante puisque ça correspond au décès de Staline au début du mois de mars. Après, la pression idéologique diminue et le nombre de ce qu'on appelle les sovietniki, les conseillers soviétiques, diminue fortement jusqu'à descendre. Donc, je vous avais cité le chiffre de 2000 à la fin des années 40. Ils sont environ 300-350 au lendemain de la mort de Staline et puis ils vont finir à entre 30 et 50 à la fin des années 50. Et ça, c'est un mouvement synchrone qui touche tous les pays d'Europe centrale et orientale. Et dans ce contexte d'établissement de la police politique, les soviétiques leur imposent des missions. Et la première mission, c'est de traquer tous les ennemis. Alors le terme ennemi est très pratique, très plastique. Les ennemis de l'intérieur. Et donc les ennemis de l'intérieur, ce sont d'abord les anciens fascistes, les anciens nazis que l'on traque dans le cadre d'une très sévère politique de dénazification. On réutilise parfois des camps de concentration comme le camp de Buchenwald près de Weimar, qui a été un des camps nazis et un des hauts lieux de la résistance antifasciste, la résistance communiste. Eh bien, dès 1945, on rouvre le camp, ou en tout cas on crée une extension, et on crée ce qu'on appelle un camp spécial, où au départ on va mettre des anciens nazis, puis on va mettre des anciens libéraux, des anciens sociodémocrates, puis même des communistes, puisqu'au début des années 50, Staline ordonne la bolchevisation, la stalinisation des partis communistes. Et donc des communistes vont se retrouver de l'autre côté de la barrière et vont, sans motif, si ce n'est d'être un ennemi de l'intérieur, vont se retrouver prisonniers de ces camps. Mais alors, oui, alors comment juste pour nos éditeurs, oui, la séparation des deux Allemagnes, elle s'est fait sur quels critères? Alors, elle s'est fait sur un. C'est 49. C'est 49. Elle est liée étroitement au blocus de Berlin qui démarre en mai 1948, qui se termine en juin. Non, qui commence en juin 1948 et qui se termine en mai 1949, et qui est liée à la volonté des alliés occidentaux de créer un État ouest-allemand sur la base de leur zone d'occupation. Et Staline a une politique très instable, c'est-à-dire qu'il n'a pas de ligne d'orientation fixe depuis 42-43. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une sorte d'Allemagne tampon, réunifiée, neutre, au milieu de l'Europe, et désarmée. Ce que Staline craint, c'est l'imminence d'une troisième guerre mondiale. Ouais. Cette troisième guerre mondiale opposerait ce qu'il appelle les capitalistes aux communistes. Et pour se préparer à cette troisième guerre mondiale, il a besoin de temps. Il a besoin notamment d'acquérir très rapidement l'arme nucléaire, puisqu'il a vu que les Américains la possédaient. Et sur le terrain de l'Europe, il ne souhaite pas forcément une partition. Mais la politique qui est liée à une forme de paranoïa des Américains, des conseillers du président Truman, vont quasiment forcer Staline a créé cette ERDA en octobre 1949, puisque la RFA est créée le 23 mai 1949, et quelques mois plus tard, sur insistance des communistes locaux de la zone d'occupation soviétique qui étaient venus avec les troupes soviétiques au moment de la libération des territoires, eh bien finalement Staline décide de créer cette Allemagne, mais il ne la souhaite pas pérenne. Il est prêt à la mettre sur la table des négociations, et il essaiera de le faire notamment en 1952, à travers ces fameuses notes de Staline où il propose la réunification de l'Allemagne sur la base de la neutralité et d'une réunification qui s'accompagnerait d'une Allemagne démilitarisée. Il y a une date charnière, bon, je ne sais pas si on aura le temps d'y aborder beaucoup dans la partie émission, ou si on arrive bientôt à la fin de la deuxième partie, mais c'est donc la date de 1953 qui semble importante. Donc non seulement vous citiez la mort de Staline, mais aussi par rapport à ce qui s'est passé en RDA, il y a eu des émeutes qui ont conduit justement à cette volonté de contrôler la jeunesse est-allemande. Oui, le 17 juin 53, on pourrait considérer, du point de vue des élites est-allemandes, le 17 juin 53 comme une sorte d'événement traumatique.
Éric Mielke, le chef de la Stasi que vous avez cité, ministre depuis 1957, enfin ministre entre 1957 et 1989, lors des grandes manifestations de l'automne 1989, se demandait si on revivait pas un 17 juin 53. Ce 17 juin 53 a été l'occasion d'un soulèvement populaire massif, réprimé par les chars de l'armée soviétique, qui a complètement déstabilisé le pouvoir et qui l'a contraint ou qui lui a fait prendre conscience que le projet prométhéen de créer l'homme socialiste nouveau était fortement compromis et qu'il va falloir désormais s'attacher à contrôler cette population, à la disciplinariser et notamment le cœur ou la cible de ce projet de disciplinarisation, c'est la jeunesse, parce que la jeunesse aussi bien ouvrière que scolaire, moins les étudiants qui sont restés plutôt sages, mais elle défilait aux côtés des ouvriers dans les cortèges à Berlin, à Magdebourg, à Leipzig. Elle a participé à la dévastation, au saccage des bâtiments de la police, du parti, à différents endroits et différents points de la RDA. Eh bien, je vous remercie, Emmanuel Droit. Donc, nous arrivons donc à la fin de cette deuxième partie d'émission. On reprendra justement cette date qui semble une date charnière de 1953 pour expliquer un petit peu cette volonté d'encadrer, d'endoctriner, on va dire, la jeunesse socialiste allemande. Merci. Radio Nantes, les causeries de la MSH. Looking for the right path. It took so long, but I'm on it. It took so long to be honest. Not one more day without love. I was looking for the right path. So foolish though, a chance to walk on the sun. It took a downpour to put me back. The burning stops when the clouds lift up. Looking for the right path. It took so long, but I'm on it. It took so long to be honest. Not one more day without love. You ask, does this make sense? I say yes. It does not take sense to go on. Radio Nantes, les causeries de la MSH. Voilà, donc nous abordons la troisième partie de cette émission consacrée donc à la police politique est-allemande, la Stasi, notamment son rôle à l'école est-allemande. Notre invité Emmanuel Droit, qui a donc édité qui est l'auteur de l'ouvrage dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle La Stasi à l'école, surveillée pour éduquer en RDA, 1950-1989. Donc un ouvrage paru en 2009 aux éditions du Nouveau Monde. Alors, dans cette troisième partie, nous allons donc rentrer un petit peu, donc on a parlé de la Stasi, on a parlé un petit peu des causes, un petit peu de cette volonté d'endoctrinement de la jeunesse est-allemande. Donc on va parler maintenant de manière plus avancée de ce projet justement de disciplinarisation
de cette volonté, donc de ce paternalisme étatique à l'école. Et donc, quels sont les moyens qu'ils ont employés, quel était un petit peu l'objectif de cette volonté d'encadrer la jeunesse? Alors on en était resté avant la pause musicale sur l'événement traumatique du 17 juin 53, et c'est vrai que cet événement est marquant pour les élites est-allemandes, parce qu'elles ont senti quand même le vent du couperet passer très près de leur nuque. Et la Stasi, pour reprendre l'expression que vous avez citée en introduction, remplit pleinement, ou doit pleinement remplir son rôle de glaive et de bouclier du parti. Alors c'est de vous, ça c'est... Alors c'est pas de moi, c'est d'eux. C'est une expression indigène qui fait référence à une citation qui était volontiers utilisée par le fondateur de la police politique soviétique, Félix Dzerzhinsky. Alors qu'est-ce que ça veut dire bouclier et glaive? Le glaive, évidemment, ça sert à frapper, et ça correspond en gros à la première décennie des années 50 où, de façon arbitraire et quasiment de façon aveugle, j'aborde un certain nombre de dossiers dans le livre où, sans fondement, sans aucune raison, si ce n'est un petit soupçon, on arrête des jeunes adolescents ou des jeunes adultes au motif qu'ils sont des ennemis de l'intérieur. Donc on frappe, on détruit tout ce qu'on considère comme relevant de l'opposition, de la déviation. Alors on a plusieurs types de déviation, la déviation titiste, en référence au schisme, à Tito et au schisme soviético-yougoslave de 1948. Il y a du déviationnisme social-démocratique. Il y a toute une série de déviationnismes. Et donc la Stasi est là pour frapper. Alors elle frappe un peu à l'aveugle, mais en tout cas elle frappe. Et c'est vrai que il y avait quelques mouvements de résistance, des mouvements anticommunistes qui sont écrasés et éliminés. Ensuite, le glaive, ça sert à protéger aussi le parti. Et de quoi ? Notamment des influences extérieures. Et les influences extérieures, en ce qui concerne la jeunesse, ce sont les influences culturelles. Le rock'n'roll, tout ce qui relève de la culture occidentale qui se développe tout au long des années 50. Et à part le rock'n'roll le rock'n'roll, les jeans, les cheveux longs, tout ce qui relève des modes vestimentaires ou donc là, on est dans les années... On est dans les années 60, fin des années 50, début des années 60. Et un des points de pénétration de l'influence culturelle, c'est Berlin, puisqu'il ne faut jamais oublier que Berlin-Est et Berlin-Ouest Berlin reste une ville ouverte et qu'on peut librement circuler entre Berlin-Est et Berlin-Ouest jusqu'au 13 août 1961. On retrouve dans les archives des enfants qui habitent Berlin-Est et qui sont scolarisés à Berlin-Ouest. On retrouve des employés qui habitent Berlin-Ouest et qui travaillent à l'Est, ou inversement, c'est d'ailleurs plus souvent l'inverse, des gens qui habitent Berlin-Est et qui travaillent à Berlin-Ouest et qui rentrent le soir chez eux. Tout ça s'arrête le 13 août 61 parce qu'il fallait stopper l'hémorragie. Des millions d'Allemands de l'Est fuyaient la RDA. Et la Stasi, à partir du début des années 60, dans sa mission de protection de l'État, se définit non plus comme un acteur répressif. C'est pour ça que le sous-titre, j'étais particulièrement attentif à mettre ce sous-titre dans le livre, surveiller pour éduquer, parce qu'il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de surveiller pour éduquer. C'est-à-dire que Erich Mielke transforme la mission de répression d'une mission d'éducation préventive. Il y a un terme qu'on retrouve dans les autres polices politiques du globe, du bloc, et qui s'intitule la prophylaxie. Il faut faire des mesures prophylaxiques. Donc il faut prévenir. Il faut étouffer dans l'œuf toute velléité de résistance. Et le fait de porter des cheveux longs, ou de porter un jean, ou d'écouter les Rolling Stones, c'est le début d'une forme de déviance qui pourrait conduire les jeunes Est-Allemands à prendre les armes et à renverser le pouvoir. C'est le scénario que les hommes de la Stasi imaginent. Pour eux, le monde est blanc et noir. Il y a d'un côté les bons, d'un côté les méchants. Et les méchants, ce sont les impérialistes qui tentent de pervertir la jeunesse est-allemande. Et donc, il faut être un bouclier, protéger cette jeunesse. Et donc l'école, le parti, les organisations de jeunesse, l'armée sont là pour bien éduquer cette jeunesse. Et si cette jeunesse venait à sortir du droit chemin et à être pervertie par les méchants impérialistes, alors là, la Stasi intervient. Mais elle n'intervient pas en frappant. C'est ça le paradigme, le changement de paradigme du début des années 60, c'est que la Stasi infiltre le champ scolaire, qu'elle avait très peu infiltré au début des années 50, si ce n'est pour étouffer de véritables petits mouvements de petites cellules de résistance qui procédaient à des petites opérations de sabotage. Là, elle essaie, à une échelle beaucoup plus grande,
de quadriller tout le territoire, de pénétrer dans le champ scolaire en recrutant ce qu'on appelle des IM, Inoffizielle Mitarbeiter. C'est un statut qui apparaît dès les années 50, mais qui s'ancre définitivement dans les pratiques de surveillance au début des années 60 et qui pénètre lentement le champ scolaire. Alors c'est quoi les IM? Alors qu'est-ce que c'est un IM? C'est quelqu'un qui accepte, et je dis bien accepte, parce qu'on pouvait refuser. Ça peut vous paraître surprenant, mais un officier de police politique pouvait essuyer un refus de la part de quelqu'un. Alors évidemment, il y avait des moyens de pression pour l'inviter à accepter la mission de surveillance, mais on pouvait très bien refuser. Et on retrouve dans les archives tout un certain nombre de cas de refus, ça a existé. Et donc, on s'engageait auprès de la police politique en tant que collaborateur inofficieux pour récolter un certain nombre d'informations. Parfois, la mission assignée à l'IM était très vaste, notamment dans le champ scolaire. Il s'agissait simplement de rapporter des paroles qu'on entendait dans la classe ou à l'internat, lorsqu'il s'agissait d'internat scolaire ou dans les cours de récréation, et de produire tous les 15 jours des petits rapports qui étaient parfois payés sous la forme de petites récompenses en argent ou des petits objets matériels. Et la Stasi alors recrutait dans les différentes couches de la société. Ça pouvait être des fils ou des filles de membres du parti, donc qui étaient pleinement convaincus qu'il fallait, pour protéger la RDA, espionner les autres. Et puis, lorsque on avait des petites bandes de délinquants, ce qu'on appelait les roadies en RDA, là, on essayait de choisir un élément psychologiquement faible ou sur lequel on pouvait exercer un moyen de pression, du style: si vous n'acceptez pas de collaborer avec nous, votre avenir professionnel pourrait être sérieusement compromis. Et donc on recrutait de façon importante à partir des débuts des années 60, aussi bien des enseignants que des élèves dont la mission était de surveiller les autres. Et donc on voit bien le changement de paradigme. Il ne s'agit plus de réprimer et de créer l'homme socialiste nouveau. On sort complètement de la logique prométhéenne, même si officiellement dans les discours il est toujours question, et vous l'avez rappelé dans l'introduction avec la citation d'Erich Honecker, il s'agit toujours de montrer que le parti et la jeunesse sont à l'unisson, que tous deux marchent vers la construction du socialisme. Dans les faits, le changement de paradigme correspond au passage à une politique préventive, éducative. Et Erich Mielke, dans ses discours, se définit lui-même la police politique comme un acteur éducatif. Donc c'est le véritable changement paradigmatique, et ça correspond à une expansion de la police politique à partir des années 60. Quand on regarde les statistiques, vous avez cité le chiffre de 91 000 officiers et à peu près 189 000 ou 190 000 collaborateurs officieux. Ça fait beaucoup. Ces chiffres, en fait, explosent à partir des années 60. Les courbes montent en flèche à partir des années 60-70, parce que ça correspond justement à ce changement de paradigme. On réprime de moins en moins, en tout cas la répression elle est moins physique et violente, et on va affiner les méthodes de surveillance. Alors il y a toute une réflexion sur la psychologie, comment on va pouvoir convaincre les adolescents de signer cet engagement. On s'appuie par exemple sur les directeurs d'école ou les cadres des organisations de jeunesse pour repérer les bons éléments susceptibles de faire cette surveillance. On se rend au domicile des parents. On leur montre le contrat, on leur rappelle que la Stasi est une institution qui protège l'État, et après quelques discussions, parce qu'on pouvait recruter des collaborateurs officieux, je ne l'ai pas évoqué, à partir de l'âge de 16 ans, et Erich Mielke aurait voulu descendre jusqu'à 14 ans. Donc à partir de 16 ans, en tout cas entre 16 et 18 ans, il fallait l'autorisation des parents. Et donc, évidemment, la Stasi surveillait de façon conspirative bon nombre de citoyens est-allemands, mais elle était en même temps une institution visible. C'est-à-dire qu'elle participait aux procédures de recrutement des futurs officiers de l'armée dans les commissions qui étaient basées dans les écoles. Elle démarchait les parents pour parfois recruter des adolescents, filles ou garçons d'ailleurs. Alors, les chiffres, c'est à peine entre 1 à 5% des IM. Ces adolescents représentent une partie marginale, mais en focalisant sur ces enfants, on peut comprendre la logique du régime.
C'est une logique de disciplinarisation à la fois des corps et des âmes. Et c'est tout le but de ce projet. Par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'élaboration de l'homme socialiste nouveau, et puis cette espèce de contrôle des jeunesses, est-ce que c'est véritablement contradictoire? Alors, c'est peut-être dans les objectifs, mais quand même, c'est... Alors le je projet... pense qu'on abordera ça Oui, dans la prochaine partie. Dans la prochaine partie, d'accord. Merci Emmanuel Roy. Poupidou, poupidou, Euradio Nantes, poupidou, pou. les causeries de la MSH. We are swimming in the water. We are drinking from the bottle. We feel sorry for all the fishes living on the bottom in the dark, teaching their kids about the danger of getting caught. Ooh, wow, wow, wow. We are diving in the water. We are fishing for the uncommon. When the deep is getting darker, all we hear is the pulse from our hearts, pressed together to a ball bouncing against the walls in our chests. This is for the best. Don't pull the string. We won't miss a thing. We are swimming in the water. We are drinking from the bottle. We are swimming in the water. We are drinking from the bottle. Poupidou, poupidou, Euradio Nantes, poupidou, pou. les causeries de la MSH. Voilà, nous abordons la dernière partie de cette émission, donc, qui concerne donc la République démocratique allemande, la Stasi et notamment son rôle à l'école. Alors, dans cette dernière partie, on va peut-être donc alors, on a parlé effectivement donc sur l'aspect pas forcément contradictoire entre cette élaboration de l'homme socialiste nouveau et puis cette volonté de contrôler la jeunesse. Et puis, ce qui pourrait être intéressant, c'est sur la dernière partie de l'histoire de la RDA, c'est-à-dire jusqu'à la chute du mur. Voilà, est-ce qu'on peut faire le bilan de cette politique d'éducation ou éducation politique? Alors, maintenant qu'on a accès aux archives avec tous les travaux empiriques qui ont été produits ces dernières années, on arrive à dresser le bilan de cette politique éducative qui associait
pour vraiment que les auditeurs se rendent bien compte de la spécificité du communisme, la spécificité, c'est pas tant que l'école soit porteuse d'un projet politique qui vise à créer des normes partagées par l'ensemble de la population. Le projet républicain est aussi un projet de création d'établissements de normes à partir de la fin du 19e siècle via l'école. Simplement, outre le cadre dictatorial, évidemment, que je ne nie pas, la spécificité du communisme, c'est la multiplicité des acteurs. Les entreprises, les organisations de jeunesse, l'armée, la police politique, tous travaillent ensemble, de façon visible, à la création de cet homme socialiste nouveau. Mais on se rend bien compte que ça ne va pas se faire par le consentement. Le 17 juin 53 est là pour le rappeler. Et puis, toute la surveillance est là pour montrer que quand il y a des événements qui se déroulent à l'échelle du bloc, comme en 56 en Hongrie et en Pologne, ou comme 68 en Tchécoslovaquie, les Allemands de l'Est, globalement, sont frappés par la violence, sont profondément hostiles aux Soviétiques qu'ils considèrent comme des troupes d'occupation. Et mis à part une petite minorité de communistes convaincus, qu'on appelait les chaussettes rouges, ce pays repose sur ces entreprises de contrôle, de disciplinarisation. On fait semblant, il y a un fort conformisme, et donc ce régime donne l'impression d'une très grande stabilité. Or, il s'effrite, ce régime. Il s'effrite sur le point de vue économique parce que l'économie planifiée produit tout un certain nombre de problèmes. Il s'effrite aussi du fait de la reconnaissance, c'est un des paradoxes, de la reconnaissance internationale de la RDA en 1973, c'est-à-dire que à partir du moment où elle est entrée dans l'arène internationale, les élites politiques est-allemandes demandent notamment à la Stasi de ne pas trop réprimer. En tout cas, si elle réprime, il ne faut pas que ça soit visible, parce que les groupes d'opposants politiques ont maintenant une tribune. Notamment via la conférence d'Helsinki en 1975, ils sont visibles et donc ils peuvent faire pression et remettre en cause ce statut international désormais reconnu par l'entrée à l'ONU en 1973. Et donc arrive cette chute du mur et ces manifestations à l'automne et cette chute du mur dans un contexte, il ne faut jamais l'oublier, où la Stasi est prête à frapper et prête à intervenir. Simplement, et on en revient toujours à cette citation que vous avez évoquée au départ, la Stasi, c'est pas un État dans l'État, c'est le bouclier, le glaive du parti. Elle obéit au parti. C'est le bras armé, le prolongement du parti communiste. Et donc, si le parti lui dit de ne rien faire, elle ne fera rien. Même si Erich Mielke faisait partie du comité central et du bureau politique, il n'est pas en position d'imposer sa volonté à Erich Honecker, qui était le secrétaire général du SED et le numéro 1 de la RDA. Et donc, en octobre 1989, il y a deux scénarios qui sont possibles. C'est le scénario l'option chinoise, parce que les Allemands, les élites politiques est-allemandes ont attentivement regardé ce qui s'était passé sur la place Tiananmen en juin 1989. Et l'autre scénario, c'est de pousser vers la sortie les gérontocrates, des gens comme Erich Honecker ou Erich Mielke, qui ont créé la RDA et qui la gèrent et la gouvernent depuis des décennies, et de mettre en place une jeune équipe de réformateurs capable de suivre le modèle de Mikhail Gorbatchev et de proposer une sorte de troisième voie entre le capitalisme et le socialisme planifié. Et cette troisième voie, en fait, se révélera être une illusion. Et au moment de la chute du mur, la Stasi ne reçoit aucune directive pour réprimer la population, alors qu'elle est prête. Elle est armée, elle a formé ces jeunes officiers à intervenir dans des situations extrêmes, mais il n'y a pas cette volonté politique d'écraser par le sang. Erich Honecker a à un moment cette idée, mais il est mis en minorité par le bureau politique à la mi-octobre, et il doit officiellement, pour raison de santé, quitter le pouvoir à l'automne 1989. Et donc c'est la solution pacifique qu'il a emporté. Mais il faut savoir que les gens qui descendent dans la rue à l'automne 1989, peut-être que vos auditeurs associent ces manifestations notamment aux manifestations du lundi soir à Leipzig, où les Leipzigois descendaient sur
une partie du périphérique et faisaient le tour avec des bougies. Ils étaient moins nombreux que les Allemands de l'Est qui étaient descendus dans les rues le 17 juin 1953. Beaucoup moins nombreux. Sauf que cette fois, Mikhail Gorbatchev avait clairement dit que les chars soviétiques resteraient dans les casernes et qu'ils n'interviendraient pas. C'est la fin de la doctrine de la souveraineté limitée que Brejnev avait définie suite à l'intervention soviétique à Prague en 1968. Donc les dirigeants est-allemands sont tout seuls pour régler cette situation et ils ne font pas le choix de l'option chinoise. Et finalement, qu'est-ce qui reste Ils avaient l'opportunité de garder leur... Ils avaient les moyens militaires d'écraser cette... Oui, mais après, c'était... Bon, il aurait pu ne pas avoir la réunification. Alors, il aurait pu ne pas avoir la réunification, mais ils ont quand même été pris de court par notamment le discours d'Helmut Kohl qui, lorsqu'il se rend en RDA en novembre 1989, propose de façon spontanée et sans concertation avec les autres puissances internationales, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'il n'y a jamais eu de traité de paix signé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et que l'avenir de l'Allemagne dépend de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l'Union soviétique et de la France. Et Kohl annonce un plan de réunification en 10 points avec un calendrier très lointain, mais il met sur la table la question de la réunification. Alors que pour les réformateurs du SED et même les opposants au sein de la RDA, elle ne se posait pas cette réunification. En tout cas, elle ne se posait pas tout de suite. Il s'agissait de démocratiser la RDA, de reprendre cette formule qu'avait employée Dubček pour la Tchécoslovaquie de la fin des années 60, c'est-à-dire créer un socialisme à visage humain. Mais il n'était pas question à ce moment-là de réunifier l'Allemagne au pas de charge, comme ça a été le cas au cours de l'année 1990, puisque la réunification s'effectue officiellement le 3 octobre 1990. Donc en moins d'un an. Oui, ça a été très rapide. Ça a été très rapide. Mais est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui maintenant quand vous promenez dans les rues de Berlin, etc. Est-ce que... Alors, ce qui reste finalement de cette éducation, c'est tout ce qui relève de l'éducation antifasciste ou anti-impérialiste. L'attachement à la paix, à la justice sociale. Ces points-là ont finalement, et qui faisaient partie de l'éducation socialiste officielle, les gens y restent finalement assez attachés. Ils sont attachés aussi à tout ce qui relève justement de cet état paternaliste qui soutenait les tickets de transport, qui finançait tout un certain nombre d'activités. Vous parlez de nostalgie effectivement à propos du film Goodbye Lénine. Oui, voilà, et ça explique en partie cette nostalgie alors qui a maintenant fortement décliné. Le changement de génération s'effectue aussi assez rapidement et on en revient au point de départ, c'est-à-dire que ça devient un objet exotique, assez lointain, qu'on regarde parfois avec attachement. Alors le danger, évidemment, c'est d'oublier la dimension répressive très forte des années 50 et puis toutes les mesures de surveillance, de déstabilisation psychologique que cette police politique a pu mettre en œuvre. Bien, merci Emmanuel Roy. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Donc, simplement, effectivement, juste un mot sur la continuation un petit peu de ce programme de recherche, en 2 mots. Alors, en 2 mots, après avoir travaillé sur la RDA, c'est quand même, vous le rappelez, un petit pays de 17 millions d'habitants. Et l'enjeu pour moi maintenant, c'est de changer d'échelle et de passer à une échelle transnationale en continuant à travailler sur ces polices politiques, sur ces officiers qui se qualifiaient eux-mêmes de tchékistes, en référence à la police politique soviétique, la Tchéka, et de voir comment ces polices politiques coopéraient entre elles. Et l'enjeu, c'est de porter un regard croisé sur la coopération entre ces polices politiques à partir des archives de la Stasi, mais également à partir d'autres archives, comme les archives de la police politique polonaise et roumaine. Donc l'enjeu maintenant, c'est d'écrire une histoire du bloc de l'Est. Bon, écoutez bien, merci beaucoup. Je vous souhaite effectivement toute la réussite dans ce projet. Donc, on accueillait aujourd'hui donc Emmanuel Droit pour son ouvrage donc. Alors, je rappelle, c'est donc La Stasi à l'école, surveillée pour éduquer en RDA. Donc 1950-1989, paru aux éditions du Nouveau Monde en 2009. Il a aussi publié donc L'homme socialiste nouveau, l'éducation socialiste en RDA, donc aux presses universitaires de Rennes en 2009. Ouvrage qui sera traduit donc en anglais.
qui va sortir bientôt. Alors c'était la dernière causerie de cette année universitaire. Alors les thèmes abordés cette année ont été très divers et les débats souvent très riches, hein. Donc on a vu quand même du pays. La base de cette émission, c'était toujours de prendre un support sur un livre. Donc on a parlé d'économie du foot avec Bastien Dru, de l'histoire à parts égales avec Romain Bertrand, de droit alimentaire avec François Collard du Tilleul, des naufrages, notamment celui de l'Erika avec Martin Ndende, de la pauvreté avec Jean-François Lahaye et Numa Murard, de l'humanitaire sous le régime de Vichy avec Jean-Pierre Lecrome, des chômeuses de Moulinex avec Manuela Rupnel-Fuentes, du bâtiment avec Jean-Claude Le Drian, et pour finir en beauté aujourd'hui, nous avons parlé de la Stasi avec Emmanuel Droit. Alors toutes ces émissions peuvent être réécoutées en podcast, soit sur le site de la Maison des Sciences de l'Homme en Guépin à Nantes, soit sur celui de Radio Nantes. Alors cette émission donc sera vraisemblablement reconduite l'année prochaine. Donc à partir du mois de septembre ou d'octobre, je ne sais pas encore. Le programme est en cours d'élaboration, mais marquera un moment particulier pour la Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin, qui, je vous rappelle, est à l'initiative de cette émission, puisque nous soufflerons donc les 20 bougies de cette illustre maison. Alors, bonnes vacances à tous, hein, l'année prochaine. Donc, comme l'année dernière, hein, je ne vous donne pas de devoir de vacances. Pour terminer, donc, j'ai commencé par Georges Perec, je terminerai par Georges Perec. Donc, souvenir 144, je me souviens que je n'aimais pas la choucroute. Vous verrez le rapport que vous voudrez. Merci.